Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité Thomas ce matin. Oui, je reçois ce matin Mélissa Bell. Vous êtes une journaliste vraiment internationale. Vous avez travaillé pour la BBC, pour France 24 et vous êtes depuis 2016 la correspondante de CNN en France. Quelles sont les différences marquantes d'ailleurs entre ces trois chaînes d'infos françaises, anglaises et américaines ? Vraiment très différentes parce que culturellement les trois pays sont très différents et la façon d'aborder l'actualité très différente en plus. La BBC par exemple va couvrir vraiment tout en profondeur, avec rigueur, en essayant de s'élargir le plus possible sur l'actualité du moment. CNN est beaucoup plus ciblé, c'est-à-dire qu'on a, nous, un budget beaucoup moins important que celui de la BBC au final, mais on cible, on peut être assez monomaniaque, on nous le reproche de temps en temps, surtout en période électorale, mais par exemple... que de ça, quoi. Voilà, c'est ça, et c'est ce qui nous permet finalement quand c'est pareil pour l'Ukraine, c'est pareil en ce moment pour le Moyen-Orient, de mettre beaucoup de ressources sur... un point d'actualité qu'on estime être celui qui est important à ce moment-là, ce qui nous permet de faire grand et d'y mettre beaucoup de moyens finalement. Et ça, c'est le grand talent de CNN. France 24, quand j'ai rejoint, c'était vraiment les tout débuts de la chaîne. Et la grande force, je trouve encore, des médias français en général par rapport aux médias anglo-saxons, c'est que c'est une capacité de couvrir des parties du monde qui ne sont pas couvertes par les anglo-saxons. Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique francophone. Et la façon d'aborder l'actualité est différente. Et encore aujourd'hui, quand je regarde leur site internet, on trouvera plein de reportages et dans la forme et dans le fond qui sont très différents de ce qu'on trouve ailleurs. Par contre, j'ai découvert j'avais jamais travaillé en France ou pour des Français, une façon de faire très différente. Les anglo-saxons, c'est assez fort pour se dire, voilà, notre objectif, on va tous se mettre derrière et essayer de faire arriver, que cette chose arrive. En France, c'est un peu plus la pagaille. J'ai découvert les rédactions où ça pouvait hurler quasiment tous les jours et pour pas grand-chose. Ça, c'était nouveau. On s'excite plus facilement. Il y a beaucoup plus facilement, mais ça a beaucoup de charme. Ça a beaucoup de charme. Et alors aujourd'hui, Mélissa Bell, c'est quoi les types de sujets que vous demande CNN sur la France ? Qu'est-ce qui intéresse les Américains ? Alors, on couvre, par exemple, aujourd'hui, on va couvrir le débat sur l'avortement. Les tentatives françaises de mettre maintenant l'avortement dans la Constitution intéressent après Roe versus Wade, bien sûr. On va faire un sujet plus tard cette semaine sur Viktor Orban, parce que je sais qu'on peut être monomaniaque en période électorale encore plus. On y est. Donald Trump a parlé de Viktor Orban comme étant un leader formidable, donc on va faire un portrait de lui pour CNN Domestique pour vendredi. Donc pendant les périodes électorales comme cette année-ci, beaucoup de choses seront en rapport avec l'élection américaine et pour essayer d'enquêter sur ce qui se passe en Europe par rapport à ça, et puis voilà des sujets comme Viktor Orban. Les éventuels liens avec Donald Trump notamment. Mais on couvre à partir de Paris, en fait, une partie beaucoup plus grande du monde. On passe beaucoup de temps en Ukraine, on voyage pas mal. L'avantage de ces années-là, c'est qu'on peut être assez sédentaire et vraiment se focaliser sur l'Europe en étant chez soi. Et alors, quelle image ils ont de la France ? Est-ce qu'elle s'est dégradée ou améliorée ces dernières années ? Qu'est-ce que vous diriez ? Je pense que la fascination du monde entier, mais les Américains peut-être particuliers pour la France, est énorme. À un moment, il est toujours question tous les 2 ans, tous les quelques années, on est revendu, qui sera viré, que fera le prochain chef, qui gardera son poste, quel bureau continuera à exister. Paris est incontournable parce que ça les fascine, parce que c'est Paris, et que ce soit Paris qui brûle parce que les gilets jaunes sont dans la rue, ou Paris qui a des punaises de lit, ou Paris les Jeux qui a Olympiques. une élection, ou des Jeux Olympiques, ça fascine, ça passionne, et c'est une ville qui intéressera toujours les Américains. Et en plus, depuis le Brexit, c'est devenu la ville à partir de laquelle on couvre le continent. Avant, on le couvrait à partir de Londres, ça n'est plus possible. Et alors, CNN s'est construit une image plutôt en opposition à la chaîne conservatrice Fox News. Est-ce qu'on peut dire que CNN est une chaîne anti-Trump ? Alors, on nous a beaucoup accusé de ça pendant les dernières élections. On avait à l'époque un grand chef qui s'appelait Jeff Zucker qui avait l'habitude de dire, et c'est assez vrai, ça n'est pas être anti-Trump, c'est être pro la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les médias américains, que ce soit CNN, Washington Post, New York Times, faisaient leur travail de journaliste, forcément, c'était en décalage avec ce qui sortait de la bouche de Donald Trump. Puisque, suivant les jours, tout et n'importe quoi pouvait sortir de sa bouche. Et plus on s'entêtait à essayer de contrebalancer ce qu'il disait par les faits, la vérité, un vrai travail de journaliste, plus forcément on devenait le cible de ses attaques. Et CNN tout particulièrement, qui était devenu vraiment sa bête noire. Dès le départ, Jeff Zucker, donc le chef dont je vous parlais au départ, avait dit au moment des nominations, quand on a commencé à comprendre qu'il serait le choix des Républicains, sa phrase c'était que notre travail c'était de tenir bon, de rester fort et de continuer à faire notre travail de contre-pouvoir pour toujours essayer de rétablir les faits. Le New York Times avait commencé son fameux décompte sur le nombre de choses fausses qui étaient dites tous les jours, de mensonges qui étaient racontés par la Maison-Blanche tous les jours, ce qui n'était jamais arrivé. Donc,
c'était un poids assez différent de celui qu'on joue d'habitude, puisqu'il devait être beaucoup plus ancré finalement dans cette idée de contre-pouvoir. Le fact-checking, par exemple, est devenu pour tous les médias des faits, des départements très, très concrets et à part dans toutes les rédactions qui n'avaient pas vraiment existé avant. La seule rivale de Donald Trump encore, c'est Nikki Haley dans le camp républicain. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment encore une chance de remporter l'investiture? Parce que là, depuis cette nuit, ses chances paraissent... diminuer. Vraiment, ouais. pour Donald Trump, les deux premières primaires, donc l'Iowa et le New Hampshire, je pense que dans l'histoire moderne des États-Unis, aucun candidat qui n'était pas un candidat sortant n'a gagné les deux sans devenir le candidat nominé par le parti. Donc là, pour le coup, toutes les chances sont de son côté. Je vois difficilement comment il peut être exclu, sauf par la Cour suprême éventuellement, et encore. L'idée, c'est que ça mettrait une telle pagaille dans le système américain qu'on a plutôt tendance à se dire qu'ils se rangeront derrière l'idée de le laisser aller jusqu'au bout. Et vous croyez à un second mandat de Donald Trump? Là, ce qui est remarquable quand on regarde les sondages parmi les républicains, c'est que dans toutes les catégories d'âge, il fait des scores meilleurs aujourd'hui, dans l'Iowa, c'était le cas par exemple, qu'il ne faisait en 2016. Ce qui est dingue. Quand on considère ce qui s'est passé, il y a cette partie du Parti républicain qui voterait pour lui quoi qu'il arrive, l'autre partie qui était plutôt conservatrice, traditionnelle. Pour moi, les images du 6 janvier auraient dû faire basculer cette partie-là et apparemment pas. Ce n'est pas le cas. C'est remarquable. Restez encore un peu avec nous, Mélissa Bell, pour commenter l'actualité des médias dans un instant. Oui, puisque dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet sur Europe 1. Et ce matin, on va parler de Koh-Lanta. La 25e saison débutera le 13 février. Et vous entendrez dans un instant Denis Brognard nous parler de la spécificité de cette nouvelle saison.